Et c'est parti, bonjour tout le monde, c'est la partie numéro 4. On a fait ensemble la 1, 2, 3 et c'est la 4 enfin, la dernière probablement de cette série sur le déploiement automatique de la Vim Software Appliance. Partie 1, c'était la théorie, partie 2, la pratique, partie 3, j'ai déjà oublié, je crois que c'était le Remote Kickstart avec tout ce qui était Packer. Et là, on va rentrer un peu dans le dur, hein. On va faire un deep dive, donc ça va être assez technique, script, pour pouvoir customiser vous-même. Donc, première partie vidéo, ce sera un script PowerShell toujours, pour assembler tout ça. Vous avez vu dans la partie Packer, il y avait toute la partie, on a créé une VSA, on a déployé aussi un proxy et un repository. Bon, bah après, on va juste parcourir un script PowerShell assez simple que j'ai mis à disposition pour agréger tout ça pour que dans la VSA, on rajoute le proxy, on rajoute le repository. C'est un nouveau déploiement, comme c'est du Just Enough OS. C'est un déploiement basé sur des certificats. Les serveurs sont en attente de communication. Et donc c'est pour vous montrer comment ça se matérialise, en tout cas en PowerShell. Sans plus attendre, je change de scène. Hop. Et vous vous souvenez, on est toujours sur mon repo GitHub. Sur lequel on a toutes les explications et on va commencer probablement par la partie agrégation de tout, parce que si vous avez regardé la vidéo 3 avec le packer où on déploie les trois composants, le mieux c'est d'aller dans la partie du coup PowerShell. Moi je vais l'ouvrir, je vous montre, elle est là, PowerShell. Et dans la partie PowerShell, il y a une flopée de scripts pour industrialiser votre déploiement. Donc il y en a trois majoritairement. Un qui permet de créer des ISO, l'autre qui permet de l'auto-provisioning, et le dernier qui permet de faire de l'install de Vim Infrastructure. D'accord, c'est celui-là où on installe tous les composants, mais je vais quand même vous présenter vite fait le 1 et le 2, et le 3 c'est celui qui va vous intéresser probablement le plus. Donc, script numéro 1, et le mieux c'est que je les ouvre dans Visual Studio, c'est quand même beaucoup plus lisible, c'est Create ISO. Qu'est-ce que ça fait Create ISO? Ça prend vos trois fichiers JSON. Donc vous avez déjà fait un fichier JSON pour le script pour les proxys. Pour moi, un DHCP, c'est ma VSA en DHCP. Et un Harden Repository. Donc on lui donne en paramètre les trois fichiers JSON. D'accord. Et il va tout simplement lancer pour chacun des fichiers JSON disponibles l'auto-deploy avec ce fichier de config. Tout simplement. Et ça, l'intérêt, c'est que ça va soit vous créer 3 ISO, soit dans mon cas, c'était créer 3 fichiers de config, 3 fichiers de kickstart pour pouvoir ensuite les donner à Packer. Donc ça permet tout simplement de créer plusieurs fichiers de config ou plusieurs ISO dans la foulée. L'auto-provisioning, pas très intéressant, c'est vraiment spécifiquement pour moi dans Hyper-V, mais je me suis dit que quitte à le faire, autant que ça vous serve à tous. Et on a besoin d'un fichier CSV. Donc, où est-ce qu'il est mon fichier? Tac, auto-deploy, test, hyper-v config. Tout simplement, je lui dis voilà le nom des machines qui m'intéressent. Donc moi j'ai déjà des machines qui sont déjà faites. En fait c'est un peu du contrôle qualité que je fais parce qu'à chaque fois que j'ai besoin de retester mes machines, bah, je leur dis voilà, ça c'est le nom de mes trois machines, ça c'est le nom des trois ISO que je veux sur mes trois machines. Et vous savez quand on démarre une machine, notamment une VSA ou une infrastructure appliance, dès qu'il a fini l'installation, il enlève l'ISO. Et moi j'ai juste besoin à chaque fois d'éteindre la machine, de remettre l'ISO, de remettre la bout de séquence et de redémarrer la machine pour retester à chaque fois que mon déploiement il a bien fonctionné. Donc là je lui spécifie ça dans un fichier CSV. Et derrière, donc dans mon fichier de provisioning, qu'est-ce qu'on lui passe? On lui passe tout simplement le fichier CSV. Donc, ça s'appelle QA, contrôle qualité. Les config files, c'est le fichier CSV. D'accord. Je crois qu'il y a des choses qui sont hard-codées aussi, mais vous passez le fichier CSV. Et qu'est-ce que ça va faire? Et ben voilà, en hard-codé, ils sont également écrits ici. Si jamais vous ne mettez pas de fichier CSV, vous pouvez le passer à la main là-dedans. Ça importe depuis le fichier CSV les configs. Et pour chacune des machines, ça fait rien de dingue. Pour chaque machine, ça va aller rajouter le fichier ISO. D'accord. Donc ça valide que l'ISO il existe, que la VM elle existe. Si c'est le cas, ça rajoute le fichier ISO, ça remet le chemin ISO correctement sur mon Hyper-V.
Ensuite, ça vérifie si la machine est running parce que tu peux pas rajouter, parce que tu peux pas changer notamment le boot order. Voilà, donc ça rajoute le DVD. Ça change la boot order, d'accord? Le boot order, parce que pareil, il se remet en mode BIOS et nous, il faut qu'on lui remette que c'est le DVD sur lequel on veut démarrer. Et ensuite, ça démarre la machine et ça vous fait un petit compte rendu. Voilà. Rien de fou, mais si vous êtes en train de faire des tests itératifs, ça peut vous faire gagner du temps d'éviter d'avoir à refaire ces manipulations à la main. Donc moi c'est sur Hyper-V, vous doutez bien que c'est la même chose sur du VMware, c'est juste pas les mêmes calls API du tout. Et j'y viens du tout à notre magnifique script, qui s'appelle install Vim Infrastructure. Alors je crois que vous avez déjà de la doc, hein, parce que c'est bon, c'est généré, c'est pas moi qui l'ai généré, je vais pas vous mentir, parce que ça prend du temps et il le fait très bien l'IA. Install Vim Infrastructure, voilà, ça va vous permettre de, il y a tous ces paramètres là à prendre en compte, le nom de votre VBR serveur, forcément c'est requis, username password, si vous en mettez pas, ça vous prompte, l'IP du proxy, l'IP du repository, le nom pour le repository, parce que quand on crée un repo, on peut choisir le nom, pas sur le proxy. Le code d'appairage, si c'est un déploiement tout neuf, c'est 00 par défaut, d'ailleurs, donc vous n'avez même pas besoin de le spécifier. Si jamais vous voulez si jamais vous voulez licencier votre serveur VBR, le chemin de licence, si jamais c'est un repository, bah, il est immuable, donc il faut mettre l'immuabilité, mais vous avez vu, il y a des valeurs par défaut. L'idée, c'est que si jamais vous faites un déploiement avec Packer ou un déploiement avec n'importe quel déploiement d'ailleurs, il y a une, j'ai pas trouvé de moyen plus simple que de faire des retries toutes les 120 secondes, donc toutes les 2 minutes, d'essayer de se connecter au VBR. Si le VBR y répond, hop, on réessaye. Si le VBR y répond pas, hop. Et donc ainsi de suite, toutes les 2 minutes, il va essayer jusqu'à ce qu'au moment le VBR il est fini d'être déployé, fini de fonctionner. Bon, forcément, c'est améliorable. Proxy task, bon, bah, c'est par défaut c'est 4. Et ensuite les logs dans lesquels il va mettre tout ce qui vient de se passer. Donc, des exemples de déploiement. Install infrastructure, vous allez déployer vous allez spécifier le serveur VBR, spécifier le serveur repo, le repository, son nom. Je pense que ça, c'est par défaut, c'est vraiment ce que vous allez utiliser assez souvent. Vous pouvez rajouter donc vous-même à la main vos credentials pour éviter d'avoir un prompt. Ça, c'est vraiment pour l'industrialiser complètement. Avec un fichier de licence, parce qu'il y a des features qui demandent d'avoir des fichiers de licence. Donc, il y a de fortes chances que vous ayez envie de pousser un fichier de licence, ne serait-ce qu'un trial, ne serait-ce qu'un NFR, quelque chose pour pouvoir au moins que ça marche. Et ensuite, s'il faut, avec la Service Provider Console, rajouter un fichier de licence plus spécifique au client. Et voilà, donc il y a 7 étapes, et je vais vous montrer les 7 étapes dans le code, qui sont relativement simples. J'ai un écran gris, ok. Bon, tous les paramètres, on les a vus, on les prend, on les passe en paramètres. Il fait des tests, c'est l'initialisation, il vérifie si jamais il y a des logins, il y a des passwords qui sont là ou pas, il les prompte sinon. Il y a des fonctions helper, on s'en moque. Voilà, il y a des fonctions de déconnexion. Franchement, vous verrez, c'est assez, ça parle de lui-même. Donc, ce qui nous intéresse, première étape, c'est qu'il va essayer de loader les modules PowerShell. Donc, il a besoin d'aller loader des DLL qui se trouvent par défaut sur le serveur. Donc, sur Windows, pour avoir les modules PowerShell qui vont bien, il faut impérativement installer la Remote Console. D'accord? Donc, si vous allez sur la VSA, en interface, il y a écrit Download Remote Console. Vous pouvez installer le .exe. C'est un beau gros .exe d'au moins 1 giga. Et après, vous avez dans Program File, Vim, Console, la partie PowerShell. Donc on les load tous les assemblés qui vont bien. Ok. Après, il importe les modules qui vont bien avec. Et après, il vous dit que c'est ok. Ensuite, on se connecte au serveur VBR. Donc il va premièrement se déconnecter des serveurs VBR s'il y en a déjà aujourd'hui, tout simplement. Et ensuite, il va essayer. Donc vous avez vu, c'est la fameuse boucle. Il va faire une boucle ici où il va tester toutes les 2 minutes de se connecter. Donc il se déconnecte d'abord du VBR. Ça c'est pour éviter de se connecter si on est déjà connecté. Il se connecte, ça marche pas, il recommence 2 minutes plus tard. Une fois qu'il a réussi, il va essayer d'installer la licence. Donc là, si jamais il arrive à trouver le fichier de licence, il va tenter d'installer le fichier de licence. Il va d'abord vous donner les informations qu'il a retrouvées dans ce fichier-là. Il va valider que c'est bien un fichier XML, etc.
que vous n'avez pas passé n'importe quoi en fichier de licence. Il va vérifier si le serveur VBR il a déjà un fichier de licence. Attention, s'il a un fichier de licence, le serveur VBR, il va abandonner. Il va dire ah non, c'est bon, j'ai déjà installé un fichier de licence. Et sinon, si vraiment il est vide, hop, il installe son fichier de licence et ensuite il vous donne le résultat. Bon, il a testé plein de trucs, des problèmes de version, des problèmes de corruption, il fait plein de tests pour valider que le fichier de licence c'est OK. Ensuite, une fois qu'il a fini, donc il est connecté au VBR, il a validé tout ça, il valide les prérequis. Les prérequis, c'est de savoir s'il a bien proxy, s'il a bien repository, et donc ça, c'est juste de valider. Ah oui, il va valider s'ils n'existent pas déjà. C'est-à-dire que votre proxy, si vous l'avez déjà référencé sur votre VBR, et votre repository aussi, d'abord on va devoir l'ajouter en tant que host Linux. Et donc, si jamais vos hosts Linux, ils existent déjà, bah, il ne va pas les rajouter, hein, tout simplement, donc il va les skip. Donc faites attention à ça. Donc il les prend, il valide s'ils existent déjà. S'ils n'existent pas, c'est parti, on passe sur la partie Add Host Linux. Je suis en train de me demander si c'est assez grand pour vous, hein. De toute façon, je crois pas que je puisse zoomer sur du V. Bon, hein, de toute façon, on parcourt, comme ça vous savez au moins ce que ça fait si jamais vous voulez le débugger ou l'industrialiser pour vous. Donc, il va tester le repository, il va dire ok, est-ce que le pairing code il est configuré ou pas. Et donc la ligne de commande, c'est tout simplement celle qui va faire en boucle. Ajouter le repository, donc c'est add just enough OS Linux, donc c'est une fonction qu'on peut aller voir, hein, ça prend 2 secondes, sur l'IP avec le pairing code et la description qui va avec. D'accord. Et ensuite il wait de s'assurer que ça a été bien rajouté. D'accord. Donc on va regarder les deux. Donc qu'est-ce qu'il attend comme fonction? Il attend l'IP, le pairing code, la description, et c'est la commande add VBR Linux, hein, avec l'IP. Et donc ce qui nous intéresse, c'est qu'il fait use certificate, parce qu'elle est en mode attente, c'est une Just Enough OS. Le uncheck code, c'est le pairing code, par défaut c'est 6.0. D'accord. On force le deployed fingerprint. Vous savez, quand on se connecte à un host Linux, il vous dit est-ce que c'est bien le fingerprint de connexion, etc. On est en mode non interactif, donc on le force l'acceptation. Je suis pas si sûr qu'on pourrait faire des tests pour valider en amont que c'est le même et tout. Mais là, je vous laisserai vous faire kiffer. Ok, ensuite je reviens en arrière avec la partie, une fois qu'il a fait juste mon add avec mon code. Ici, on a le wait host. Et donc le wait, il va juste attendre 60 secondes. Et il va faire un get VBR avec le host IP. Et donc le host server, il n'est pas correctement référencé. Il passe pas à la suite parce que sinon il va avoir un problème. Donc il est en waiting. Ok. Une fois qu'il a fini de wait, il fait la même chose donc avec le proxy et le repository. Les deux, quoi qu'il arrive, repo ici, proxy, c'est les mêmes commandes, c'est le même pairing code, c'est toute la même chose. Voilà. Et je ne saurais pas vous dire si mon code, je suis allé jusqu'à tester avec plusieurs proxys, etc. Je ne suis pas sûr qu'il soit fait pour gérer si vous voulez racheter 4 proxys au lieu d'un. Pour le coup, il y a des trucs qui sont encore un peu hard-codés. Je vois là, c'est if proxy, if repository. Il prend pas en charge des tableaux, il prend juste une IP de proxy de repository, c'est juste un proof of concept. Et ensuite, bah, rajouter un proxy, c'est juste, il vérifie si le proxy il est pas dans l'infrastructure, et si jamais il n'est pas, il fait la commande add vbr proxy, et là il n'y a rien à passer, si ce n'est la description, le serveur Linux qu'on a rajouté précédemment, et le nombre de tasks. Sur le repository, c'est à peu près pareil, il va vérifier s'il existe, s'il n'existe pas, add vbr, et donc là, par défaut sur un Just Enough OS, c'est var lib vim backup, faut le savoir, type hardené, le nom, le serveur, c'est celui qu'on a rajouté juste avant. On active obligatoirement le XFS fast clone. On active l'immuabilité. Forcément, c'est un type hardené. Et on définit une période d'immuabilité, d'accord, qui est configurable en amont. Et ensuite, il vous donne un summary de tout ce qu'il est capable de faire. Voilà. C'est vraiment pas compliqué, c'est juste qu'il y a pas mal de. Le script est très long parce qu'il fait des tests sur les licences, il fait des tests si les serveurs sont là, sont pas là, etc. Voilà pour cette partie un peu complexe de déploiement, mais c'est comme ça vous savez ce que ça fait. Et on retourne dans la partie auto-deploy. Et la partie auto-deploy, on va aller sur la partie custom. Ça mériterait presque une vidéo à part entière parce qu'on est déjà sur 15 minutes.
Qu'est-ce qu'on fait? On le fait ou on le fait pas? Allez, on va faire une vidéo supplémentaire. Je me serais fait mentir du début à la fin. On va faire une partie 5, parce que là ça fait déjà 15 minutes, et si les gens ils veulent savoir Packer vidéo 4, s'ils veulent savoir les scripts optionnels, ce sera la vidéo 5. Je vais réenregistrer mon intro, et je vous dis à bientôt pour la partie 5 si ça vous intéresse.